réanimatoire du cerclage du tronc de l'artère pulmonaire. Donc, le docteur Martin vous a bien précisé les modalités de calibration ou de calibrage, je ne sais pas comment dire, avec la formule de Toronto qui est somme toute c'est assez efficace dans tous les cas de figure, mais on rajoute à ça une mesure des pressions. On rajoute à ça une mesure des pressions pour essayer, je vais parler principalement du cerclage de protection de l'hyperdévie pulmonaire, parce qu'il y a aussi le cerclage de training ventriculaire. Ça, c'est beaucoup plus rare comme approche, comme technique. Je sais qu'il y a certains centres qui utilisent le cerclage du tronc de l'artère pulmonaire comme traitement palliatif de l'insuffisance cardiaque, euh, à savoir lorsqu'on a sur les cardiomyopathies dilatées chez les pédiatriques, notamment en raison des pénuries de greffons et des projets de soins qui amènent à la transplantation cardiaque qui sont quand même assez lourds, et l'idée c'est d'essayer de gagner du temps. Et le rationnel, c'est qu'avec le cerclage du tronc de l'artère pulmonaire, ils permettent de redresser un peu le septum interventriculaire avec une forme de dilatation du VD qui vient contrecarrer la dilatation du ventricule gauche. Voilà, c'est assez théorique. Certains, je sais qu'à Necker, ils le font. Et là, les modalités du cerclage dans ces conditions-là, donc on est sur du cerclage sur du cœur biventriculaire, sans shunt, donc sans notion d'hyperdévie pulmonaire. Là, on est dans une autre mode de calibration pour essayer de... donc la calibration, elle se fait essentiellement sur le plan échographique pour voir le retentissement ou l'impact de ce cerclage sur le redressement du septum interventriculaire. Donc, je ferme cette parenthèse et je vais axer essentiellement mon topo sur la calibration du cerclage du tronc de l'artère pulmonaire en protection de l'hyperdévie pulmonaire. L'idée générale, c'est, bon, on va parler de petites astuces, de petits aspects pratiques, mais le rôle de l'anesthésiste réanimateur, c'est de livrer le bébé au moment où on doit calibrer le cerclage sans qu'il y ait d'éléments confondants dans l'évaluation. Donc ça, c'est le principe de la mission du médecin anesthésiste réanimateur. Donc les patients concernés, c'est souvent des petits nourrissons ou nouveau-nés qui sont dans des tableaux d'hyperdévie pulmonaire. Parfois hypotrophes parce qu'on ne va pas pouvoir faire des cures complètes parce qu'ils sont petits, ou des prémas ou des choses comme ça. Et on est face à des situations d'hyperdévie pulmonaire. Donc c'est une anesthésie comme tout à l'heure, mais c'est plutôt à l'inverse. On va endormir un bébé qui est dans un tableau de shunt gauche-droit avec un hyperdévie pulmonaire. Donc, il faut éviter de les aggraver. L'information pré-op des parents, elle est aussi euh, importante dans le sens où on a tendance à minimiser le risque d'un cerclage parce que c'est simplement un anneau qu'on met autour du tronc de l'artère pulmonaire. Au final, techniquement, c'est assez simple. Ce sont des procédures qui sont courtes, en effet. Il n'empêche que ce sont des situations, des procédures qui comportent quand même des risques. On peut se prendre les pieds dans le tapis. D'ailleurs, d'une façon générale, hein, toutes ces interventions palliatives, qu'elles soient cerclage ou anastomo systémico-pulmonaire, la morbidité, la mortalité est loin d'être nulle, hein, bien au contraire. Donc, il ne s'agit pas d'effrayer ou d'inquiéter les parents, bien entendu, hein, mais c'est de dire simplement qu'on est, c'est pas simplement un anneau qu'on met autour du tronc de l'artère pulmonaire, mais c'est une contrainte supplémentaire qu'on met à un cœur qui n'est pas réparé. Donc, voilà à quoi, sur le plan schématique, à quoi on doit faire face. Donc, on est dans un état d'hyperdébit pulmonaire, d'un QP sur QS qui est supérieur à 1. Et encore une fois, les déterminants qui vont intervenir sur la résistance vasculaire systémique et sur le débit systémique, c'est la température, anesthésie et les catécholamines. Et sur le côté pulmonaire, on a la FiO2, la capnie et l'hémoglobine. Donc le cerclage consiste à réduire ce débit pulmonaire et pour réduire cette hyperdébit pulmonaire.
Donc, c'est une anesthésie qui est destinée à des, comme je disais avant, à des enfants en shunt ou des nourrissons avec des shunts gauche-droit. Donc, éviter de les déséquilibrer, éviter d'aggraver le shunt gauche-droit avec des FiO2 contrôlés, maintenir une hémoglobine stable, une normocapnie. C'est des procédures sans CEC. Donc, veiller à ce qu'il n'y ait pas de refroidissement. Enfin, je fais le lien entre la température et la CEC parce que quand on part sur des procédures sous CEC, si l'enfant se refroidit un tout petit peu en début de procédure, je dis pas que c'est... faut laisser faire, hein, mais c'est moins grave puisqu'une fois qu'on est sous CEC, généralement, on a la possibilité de corriger la température sans trop de difficulté. En revanche, un bébé qu'on endort et qui se refroidit, pour les réchauffer derrière, parfois ça peut être un peu laborieux. Donc là, comme ce sont des procédures sans CEC, il faut vraiment, il faut que la salle soit chaude, le berrugueur, réchauffer les bébés pour pas qu'il y ait d'hypothermie et pour pas qu'on ait cet élément qui vienne interférer sur l'équilibre du QPQS. Donc un monitorage standard aussi, hein, comme si on devait faire une CEC, il faut une voie veineuse centrale, un cathé artériel, le TCO2. On peut s'aider parfois de voie veineuse centrale avec SCVO2, parce que l'intérêt de la SCVO2, quand on fait le cerclage, on est censé réduire l'hyperdélie pulmonaire, et en réduisant l'hyperdélie pulmonaire, on est censé de l'autre côté, améliorer le débit systémique et ça améliore la SCVO2. Donc, c'est un moyen d'apprécier l'efficacité du cerclage. La NIRS également. Bon, la NIRS, je pense que vous avez compris, c'est un monitorage que nous, on utilise systématiquement chez tous les enfants en chirurgie cardiaque et en réanimation. Donc, comme je vous ai montré hier, c'est un monitorage qui est bien corrélé, c'est un indice qui est bien corrélé au débit cardiaque, au débit de perfusion somatique. Donc en PEROP, voilà, comme je vous disais en préambule, la clé, le plus important sur le plan anesthésique, c'est que au moment où on doit faire le cerclage, il faut qu'on soit à l'état stable. Donc au moment où le chirurgien va serrer le cerclage, il faut absolument que vous ayez tous les feux au vert. Pas de problème ventilatoire, pas d'atelectasie, pas de son d'intubation sélective, pas de souci de ce point de vue-là, qu'on ait aspiré, recruté le bébé, qu'on ait un niveau de capnie à la norme, un niveau de température à la norme, un niveau de sédation à la norme, un niveau d'hémoglobine à la norme. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir absolument un gaz du sang au plus près du moment où on doit serrer le cerclage. Voilà. Donc après, dans le même esprit de ce matin où pour l'équilibre QPQS d'un cerclage, d'un côté, vous avez le débit pulmonaire qui est régi par la résistance vasculaire pulmonaire qui, elles, peuvent varier avec la FiO2, le CO2, le pH, l'hémoglobine, entre autres. De l'autre côté, sur le débit systémique qui est lui régi par les résistances vasculaires systémiques, qui dépend de la température, de niveau de sédation, d'analgésie et plus ou moins si on a de la vasodilatation, si on utilise des vasopresseurs. Donc tout doit être normalisé et ensuite on va essayer de s'adapter avec la FiO2. Voilà. Comme ça, encore une fois, c'est toujours le même principe. Quand on joue, quand on modifie beaucoup de variables, on ne sait pas où on est. Alors, l'idée, c'est essayer de fixer le maximum de variables et de faire modifier une ou deux. Voilà. Donc, retenez ça. On modifie la FiO2 et la capnie avec le niveau de ventilation parce que les résistances vasculaires pulmonaires à ces âges-là, elles sont très réactives aux modifications de capnie. Donc ce sont deux leviers qui sont facilement activables, facilement utilisables et qui vous permettent de corriger les choses. Voilà, donc je répète, l'hémoglobine fixée, la température fixée, la sédation, on est sur un vol calme et puis voilà, on se met à 50% de FiO2 qui est complètement arbitraire, hein. Ce n'est pas la règle, hein. Vous pouvez vous mettre à un autre niveau si vous voulez. C'est juste que le rationnel, c'est quand on se met à 50%, on a de la marge dans les deux sens. Et ensuite, on va évaluer le cerclage, la tolérance. La capno est un très bon élément pour évaluer la tolérance. Si la capnie bouge quand on serre trop,
enfin, si la capnie bouge quand on serre, ça veut dire qu'on a vraiment trop serré. Et la saturation également. Et on va évaluer l'efficacité d'un cerclage. Donc la tolérance, c'est évaluer si le cerclage est trop serré. L'efficacité, c'est s'assurer que le cerclage ne soit pas trop lâche. Voilà, si je peux simplifier les choses ainsi. Donc pour apprécier l'efficacité, un cerclage efficace, c'est un cerclage qui va suffisamment serrer le débit pulmonaire de telle sorte à améliorer le débit systémique. Donc on est censé pouvoir voir le retentissement de ce cerclage avec l'amélioration de la pression artérielle et des indices de débit systémique. Et la mesure des pressions, comme vous l'a très bien dit le docteur Martin, la pression pulmonaire, on est censé les baisser de 50% parce qu'en théorie, quand on mesure, on a des pressions pulmonaires qui sont isosystémiques et quand on fait le cerclage, on est censé les baisser au moins de moitié. Voilà, donc vous avez ce case report là où on a le TCO2 en bas et la pression artérielle en haut. Donc vous voyez là, c'est le cerclage qui a été appliqué. Lorsque la capnie chute d'une façon comme ça aussi importante, c'est qu'on a un peu trop serré. Ça confine presque à de l'arrêt cardiaque, hein. On a tellement serré qu'il n'y a plus de débit. Donc là, il faut absolument desserrer. Bon, ça n'arrive, enfin, faut pas, ça doit pas arriver, hein. Je pense qu'avant de voir une capnie aussi basse, c'est qu'on a vraiment obstruer complètement le tronc de l'artère pulmonaire. Donc voilà, c'est juste pour vous illustrer l'intérêt de l'ETCO2 pour apprécier la tolérance du cerclage. Donc l'évaluation PEROP, après, on peut, j'allais dire s'amuser, c'est pas vraiment le mot, mais tester le cerclage. Si on se retrouve avec, si on a une telle désaturation et qu'on est obligé de monter à 100% de FiO2, c'est qu'on est un peu trop serré. Il faut refaire le cerclage et il ne faut pas céder à la tentation de mettre des inotropes. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, on en mettra quand même un peu, mais au moment où on doit évaluer la calibration du cerclage, il faut le faire sans support vasopresseur ou inotrope. Si la FiO2 est à 21% et on n'a aucun effet du cerclage, c'est qu'on est pareil dans une situation où le cerclage n'est pas assez serré, donc il faut le serrer davantage. Donc c'est un peu en miroir de ce que je disais un peu avant sur la tolérance et l'efficacité du cerclage. Donc pour les inotropes, j'en parle là dans cette diapo. Donc en post-opératoire, c'est une évaluation standard, hein, une radio pulmonaire, les gaz du sang, évaluer notre saturation. Les objectifs de saturation, c'est un peu moins, euh, j'allais dire, déterminant que pour l'anastomose, hein. On est certainement, certes, sur des cardiopathies à 100 mélangées, mais on est sur du shunt gauche-droit. Ils peuvent saturer à 100% et même un cerclage efficace, il peut saturer également à 100%, hein. Donc il ne faut pas chercher absolument à les désaturer. On ne va pas serrer jusqu'à obtenir une désaturation, hein. En gros, on peut, après, avoir 90% de ça sur un cerclage, c'est tout à fait normal, hein. Mais si on a 100%, enfin plus de 90%, ça ne veut pas dire qu'on est toujours dans de l'hyperdébit pulmonaire parce qu'on est dans des cardiopathies à sang mélangé. Imaginez que le cerclage, quand on a une CIV multiple large, le fait de cercler, ça permet simplement d'essayer d'atténuer ce shunt et c'est comme si on corrigeait d'une certaine façon la cardiopathie. Mais bon, retenez un objectif de saturation pour un cerclage autour de 90%, c'est très acceptable. Donc l'échographie pour évaluer le cerclage, bien entendu, les vitesses sur le cerclage. Et l'échographie sert également à évaluer la tolérance du VD. Si on ne fait rien, si on attend, le VD, il va parce que on applique une augmentation d'une post-charge aiguë, brutale, à ce ventricule droit qui peut défaillir dans les heures qui vont suivre le cerclage. Il va commencer par se dilater. C'est pour cette raison-là, je vous ai dit tout à l'heure qu'au moment où on évalue, on ne met pas de support inotrope au moment de l'évaluation, mais une fois qu'on a validé notre calibration, notre calibrage, je vous conseille quand même de mettre un support inotrope par chorotrope. Ça permet d'aider le ventricule droit à passer le cap parce que derrière, il va y avoir un sevrage ventilatoire à faire et tout. Donc, systématiquement, on met du chorotrope sur ces ventricules droits à qui on impose des augmentations de post-charge un peu importantes et brutales.
Et au terme de ce bilan, si on est dans un cerclage qui a été fait d'une façon programmée avec un bébé qui n'a pas de surcharge pulmonaire monstrueuse ou voire même une défaillance respiratoire pulmonaire préopératoire, c'est des bébés qu'on extube assez rapidement, hein. Quand je dis assez rapidement, c'est-à-dire dans les 6 premières heures en post-opératoire. En revanche, si on est sur du cerclage un peu, entre guillemets, de sauvetage, on peut être amené à attendre un peu, de récupérer un peu le poumon avant d'aller vers des extubations. Voilà. Après, on peut être amené à faire des cerclages avec CEC parce que c'est associé à une autre réparation. Ça peut arriver, hein, on fait une cure complète d'une réparation avec des shunts intracardiaques qui, quand on finit par fermer, et on se retrouve avec des shunts additionnels qui n'étaient pas vus avant parce qu'on a fermé le shunt principal et puis il en reste d'autres, ou dans certaines situations parfois particulières. Donc on peut être amené à décider de, hum, d'associer un cerclage à la réparation. Donc le cerclage, il faut le faire une fois qu'on a sevré la CEC avec les mêmes règles, en pondérant tout ça avec un état pulmonaire qui est probablement un tout petit peu altéré en raison de la CEC et tout le raisonnement de l'activation, l'augmentation des résistances vasculaires pulmonaires induites par la CEC. Et ce qui signifie que généralement un cerclage, à l'inverse du Blalox ou CEC, un cerclage qui peut paraître un peu serré au moment en post-CEC va l'être nécessairement moins à distance de la CEC, parce que la résistance vasculaire pulmonaire en aval de ce cerclage vont diminuer un peu après, donc ça va permettre aux choses. Voilà. Donc avoir simplement cette nuance dans votre raisonnement. Donc en résumé, l'importance de l'information pré-op, parce que ce sont des procédures qui sont quand même à risque. On endort des bébés avec des shunts gauche-droit avec risque d'hyperdélie pulmonaire, donc il faut éviter de les déséquilibrer. Les éléments essentiels de la surveillance, la capno, la saturation et les éléments de perfusion systémique, la NIRS. C'est des cardiopathies en post-cerclage parce qu'on applique un obstacle. Donc il y a nécessairement besoin de volémie en suivant. Voilà. Et le mot-clé, c'est l'équilibre au moment du calibrage. Voilà. Donc il faut absolument faire en sorte qu'il n'y ait pas d'éléments confondants dans l'évaluation de l'équilibre sur tous les éléments que je vous ai cités, qu'on va vous citer d'ailleurs à plein de reprises dans cet enseignement, sur les éléments qui vont intervenir pour modifier la résistance vasculaire pulmonaire et la résistance vasculaire systémique. Et pensez aussi à mettre un inodilatateur rapidement après l'application de ce cerclage. Voilà. Je vous